Bonjour à tous, c'est la première vidéo sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, vous allez voir l'interview que j'ai pu réaliser de Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe. On a parlé de beaucoup de sujets, de l'Ukraine, de Donald Trump, de l'OTAN, de la politique française. Tous les timecodes sont à l'écran ou dans la description. Donc n'hésitez pas à aller regarder les moments qui vous intéressent. Sur cette chaîne, vous allez découvrir des interviews, des coulisses ou même des vidéos plus longues d'analyse géopolitique. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse avec l'interview. Un grand merci au ministre et à ses équipes pour avoir rendu ce moment possible. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter cette interview. Je vais rentrer vite dans le vif du sujet. Si demain la Russie envahit la Pologne, la France serait automatiquement en guerre du fait de l'article 5 de l'OTAN. Mais si jamais la Russie déployait des troupes sur une dizaine de kilomètres dans le territoire d'un pays de l'Europe de l'Est, membre de l'OTAN aussi, sous prétexte de défendre la population russe sur place. Ma question est simple, est-ce que la France et ses alliés entreraient en guerre pour 10 kilomètres ? Alors déjà, je vais expliquer les garanties de sécurité. Parce qu'effectivement, on a des traités d'alliance, aussi bien au sein de l'OTAN, l'article 5, que même l'article 42.7 au sein de l'Union européenne, qui disent que si un des membres est attaqué, tous les pays viennent à son secours. Et donc, effectivement, on viendrait secourir nos partenaires, nos alliés, s'ils étaient attaqués. C'est le sens de cette alliance. C'est pas automatique, parce que c'est des décisions que prennent chacun des pays après à l'unanimité, par exemple au sein de l'OTAN. Donc la France a toujours sa souveraineté sur chacune de ces décisions, je tiens à le dire, parce que parfois il y a un peu de caricature dans le débat public là-dessus, mais effectivement c'est le sens de nos alliances. Ce que vous décrivez, c'est souvent ce que la Russie fait, c'est ce qu'on appelle de la guerre hybride. C'est d'utiliser par exemple le prétexte d'aller secourir des populations russophones, c'est d'avoir des attaques de type cyber, des sabotages, des manipulations. Ça montre bien la menace que représente la Russie pour ses voisins. C'est ce qu'elle a fait en Ukraine, rappelez-vous, au début. En 2014, on a déjà commencé à avoir une invasion dans le Donbass, l'annexion de la Crimée. Mettre des troupes russes dans un voisin, dans un pays de l'Europe, c'est une invasion, c'est une agression. Et donc, la France, bien sûr, soutiendra, sera solidaire de ses voisins, de ses partenaires européens. Alors, merci beaucoup de votre réponse. Donc justement, qu'est-ce qu'une garantie de sécurité crédible pour l'Ukraine aujourd'hui ? Le débat qu'on est en train de voir sur l'Ukraine consiste en quoi ? Dire, nous, on veut la paix. Déjà, il y a un pays aujourd'hui qui refuse la diplomatie, qui refuse de négocier sérieusement, qui tourne le dos à la paix, c'est la Russie. C'est la Russie qui continue son agression. Il y a quelques jours, l'Ukraine a accepté, avec les négociateurs américains, le principe d'une trêve de 30 jours totale pour pouvoir avoir une négociation. La Russie a toujours pas répondu. Et après, il y a eu des négociations pour parler d'une trêve en mer Noire et dans les frappes contre les infrastructures énergétiques. Et la Russie a d'abord semblé accepter avant de donner plus de conditions comme la levée des sanctions. Donc, il faut continuer à soutenir les Ukrainiens et mettre une pression maximale sur la Russie, sur le plan militaire et économique, pour qu'elle arrête sa guerre et pour qu'on puisse avoir une négociation, un cessez-le-feu. Et après, l'objectif, c'est que le cessez-le-feu, ce soit pas juste une parenthèse et une trêve que la Russie utilise pour réarmer et pour réattaquer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. D'où la nécessité d'avoir des garanties de sécurité. Des garanties de sécurité, c'est d'abord soutenir l'armée ukrainienne et faire en sorte que l'Ukraine puisse dissuader une prochaine agression. Et c'est réfléchir aussi au rôle que les Européens pourront jouer. Vous avez vu que le président de la République, avec le Premier ministre britannique, ont évoqué la présence peut-être de forces de réassurance dans quelques points stratégiques. C'est pas des troupes combattantes, c'est pas des troupes sur la ligne de contact, mais des troupes qui pourraient être en Ukraine aussi pour envoyer un message de dissuasion envers la Russie. C'est toujours des négociations, des discussions qui ont lieu. Mais l'objectif, c'est de garantir une paix durable et donc de dissuader une agression future. Parce qu'on a déjà eu ces sujets dans le passé. On a eu par exemple les accords de Minsk en 2014-2015, que la Russie n'ait cessé de violer, de bafouer, avant d'envahir l'Ukraine en 2022. C'est ça qu'on veut éviter à l'avenir. Donc peut-être une question sur les États-Unis, vous avez mentionné. Est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis sont un allié encore crédible de la France avec les différentes déclarations de M. Donald Trump ? On peut se poser la question. Écoutez, c'est un allié et c'est un pays avec lequel on a intérêt à continuer à travailler. On a des intérêts de sécurité communs. Mais au fond, la réponse à votre question, c'est l'Europe. La réponse, c'est de dire qu'on doit être capable de prendre notre destin en main, on doit être capable d'augmenter nos moyens de défense, de se défendre seul si nécessaire. On doit être capable d'investir massivement aussi dans l'innovation technologique et ne pas dépendre des autres, des Américains ou des Chinois pour l'intelligence artificielle, pour le quantique, alors qu'aujourd'hui on dépend d'eux sur les réseaux sociaux, par exemple, beaucoup de solutions technologiques. Parce que, au fond, on voit déjà depuis une dizaine d'années que les Américains nous disent « l'Europe c'est moins prioritaire, on va se tourner vers l'Asie, vers la Chine ». Barack Obama déjà le disait.
les présidents américains, démocrates comme républicains, qui nous disent qu'on n'en fait pas assez pour notre propre défense, qu'on est des passagers clandestins. Obama déjà le disait, Biden aussi. On voit aussi les tendances protectionnistes qu'on a eues sous Trump, mais qu'on a aussi eu sous l'administration de Biden. La conclusion de tout ça, c'est de dire il faut qu'on continue à travailler avec nos alliés, mais il faut aussi qu'on soit capable de se défendre seul, de prendre en charge notre sécurité. Ça, c'est ce que dit la France depuis le discours sur la Sorbonne d'Emmanuel Macron, c'est toute l'idée de la souveraineté européenne. Et peut-être du coup 2 questions concrètes. 1, est-ce qu'il faut un réseau social européen pour aller contre X, par exemple? Et 2, est-ce que vous pensez qu'une armée européenne peut voir le jour et qu'il ne soit pas membre de l'OTAN? Le réseau social européen, alors, j'ai envie de vous dire, oui, le problème c'est que ça ne se décrète pas. Il faut des innovateurs, il faut des startups, il faut des acteurs, et donc il faut les soutenir. Il faut soutenir nos écosystèmes, parce que, pour le coup, les pépites, les startups, on les a. Mais trop souvent, moi je les rencontre souvent, ils nous disent, on a du mal à se financer, on a du mal à se développer, il y a encore trop de barrières dans le marché unique européen, alors que ça devrait être une force. Donc moi, je veux qu'on mette le paquet sur le financement de l'innovation, aussi bien avec des fonds publics qu'avec des fonds privés. C'est ce qu'on a fait, par exemple, dans le sommet IA à Paris il y a quelques semaines. Vous avez vu le succès que ça a été avec l'annonce de nouveaux investissements pour que nos innovateurs, ils ont envie de rester en Europe et en France et qu'ils fassent grandir nos pépites pour qu'elles puissent justement conquérir le monde et être compétitives à l'échelle internationale. Le deuxième volet de ça, c'est aussi d'avoir des règles pour se protéger. On a développé en Europe ces dernières années des règles comme par exemple le Digital Service Act, le DSA, qui dit un principe très simple. Ce qui est illégal dans le monde réel doit être illégal dans le monde virtuel. Donc, la lutte contre la haine en ligne, contre la désinformation, contre la manipulation des algorithmes, contre les ingérences étrangères. Si vous venez investir en Europe, X, TikTok ou les autres, vous devez respecter nos règles. Donc, on a des règles, on doit soutenir nos innovateurs, c'est comme ça qu'on pourra être souverain sur le plan technologique. Sur l'armée européenne, moi, c'est pas vraiment une expression que j'utilise parce que l'armée, je pense que fondamentalement, ça restera toujours quelque chose qui relèvera des États. À un moment, la décision, par exemple, d'envoyer des troupes à l'étranger, en France, ce sera toujours le président de la République. Ça, il y a des choses qui ne changeront pas. En revanche, bien sûr qu'on a intérêt à coopérer ensemble et à construire une Europe de la défense en y mettant des moyens au niveau européen. C'est ce qu'on commence à faire. Vous avez vu les décisions ces dernières semaines de la Commission européenne qu'on a beaucoup poussé pour avoir des nouveaux financements pour développer des projets en commun. Et on a besoin d'avoir de la coopération industrielle, d'avoir de la coopération entre les États pour dire, OK, il y a des domaines dans lesquels on est en retard, on a des dépendances vis-à-vis des États-Unis notamment, les drones, le cyber, les satellites, quand on voit le rôle que joue Starlink en Ukraine, les munitions. Eh bien, mettons nos moyens en commun, avançons et soyons capables d'agir seuls en Européens. L'Europe de la défense, c'est ça. C'est pas contre les États. Au contraire, c'est les États qui coopèrent ensemble pour voir de quoi on a besoin et comment est-ce qu'on est capable de mettre des ressources ensemble et d'avoir une vraie autonomie stratégique, une vraie souveraineté européenne. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a un peu de temps ou allez-y. Une dernière petite question. Monsieur le ministre, vous êtes aussi député. Question sur la politique française. Est-ce que vous craignez l'arrivée de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle? C'est pas une question de crainte, je les combats. Je me suis engagé en politique contre les extrêmes. Je suis libéral, je suis pro-européen. Je suis très optimiste pour ce que tout mon pays peut faire, peut accomplir en Europe. Et donc, je ne souhaite pas qu'il soit ramené en arrière par des extrêmes. Je les vois tenir un discours de chaos, un discours de division, un discours anti-européen aussi, au moment où on a besoin, au contraire, d'unité européenne pour peser sur la scène internationale entre les États-Unis, la Chine, pour faire face à la menace de la Russie, et donc c'est pour ça que je m'engage en politique et je les combats. Donc c'est pas une question de crainte, mais c'est se mobiliser et puis, je vais vous dire de façon aussi assez humble, entendre, écouter les raisons pour lesquelles des gens votent pour les extrêmes, et puis notre responsabilité, c'est de trouver des solutions, c'est d'y répondre au niveau français, d'y répondre au niveau européen, et c'est à ça qu'on s'attelle. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci de votre temps. Et si tu restais jusqu'à la fin, petite anecdote de tournage. En fait, on est arrivé très tôt à l'ambassade, c'était à l'ambassade de France au Royaume-Uni. On avait un tout petit spot avec le ministre et on a attendu, puis on nous a dit, hop, faut monter dans la chambre, le ministre va arriver. Nous, on a couru, on s'est dit, voilà, faut qu'on pose l'équipement, etc., etc. Le ministre est arrivé, on lui dit, on est désolé, ce n'est pas prêt. On a attendu 2-3 minutes, on a tout posé, on s'est installé.
Et on a pu faire l'interview. Comme vous avez vu dans la vidéo, à un moment, on s'est posé la question de « Ah, est-ce qu'on a encore du temps ?» On avait encore du temps, donc vraiment, merci au ministre de m'avoir accepté de me répondre et de répondre en fait avec autant de profondeur. Certains pourront dire que c'est peut-être un langage un peu trop politicien. Ça sera l'occasion d'en débattre dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à rester à l'affût, c'est Victor DSTG sur toutes les applications.